Au cœur de Dakar, une école s'élevait comme un joyau de verre et d'acier, le lycée d'excellence Diallo. Ses façades étincelantes reflétaient le soleil, ses salles climatisées offraient un confort digne d'une université étrangère, et ses élèves, vêtus d'uniformes impeccables, marchaient dans ses couloirs comme des princes d'avenir. Les parents rêvaient d'y inscrire leurs enfants, convaincus qu'une place entre ces murs garantissait une réussite certaine. Ceux qui y parvenaient portaient ce privilège comme un titre de noblesse. Cette année-là, l'école réalisa un exploit sans précédent, 100% de réussite au baccalauréat. Les journaux titraient sur ce miracle, les autorités félicitaient publiquement Monsieur Diallo, le promoteur, et le pays tout entier célébrait cet homme devenu symbole de réussite nationale. Charismatique, élégant, Diallo savourait cette gloire. Et pour marquer l'histoire, il annonça une récompense inédite, un voyage exceptionnel à travers l'Afrique de l'Ouest, jusqu'aux confins du Cameroun et du Gabon, au cœur de la mystérieuse forêt équatoriale. Parmi les 48 admis se trouvait Caleb, 18 ans, élève discret et réservé. Fils de Mireille, une femme de prière fervente, et de Paul, fonctionnaire sceptique, il grandissait entre deux mondes opposés, la foi ardente de sa mère et le rationalisme tranchant de son père. Caleb, lui, doutait souvent, préférant se taire plutôt que d'affirmer ses croyances. Mais il ignorait que sa vie allait basculer. La veille du départ, Mireille fit un rêve terrifiant. Elle vit une forêt obscure, des enfants engloutis par des ombres, et une rivière de sang. En sursautant, elle sentit que ce voyage cachait un danger invisible. Elle supplia son mari de prier avec elle, mais il refusa, agacé par ses visions. Alors, seule, elle passa la nuit à genoux, ses larmes imbibant le sol, suppliant le ciel de protéger son fils. Le lendemain matin, les bus s'élancèrent de Dakar sous les applaudissements des familles. Les élèves chantaient, riaient, filmant déjà leur aventure. Caleb souriait timidement à travers la vitre, ignorant que ce voyage, acclamé comme une fête, était en réalité une marche vers l'ombre. Bien avant de devenir ce directeur adulé, Diallo avait connu une jeunesse sombre, marquée par la pauvreté et l'échec. Fils d'un petit commerçant de banlieue, il grandit dans le manque, étudiant à la lumière vacillante d'une lampe à pétrole. Ses camarades le méprisaient, les enseignants disaient qu'il n'irait nulle part. Chaque soir, il rentrait dans une maison trop étroite où la faim régnait. Mais sous ses yeux brillait une flamme, l'obsession de sortir de la misère, de devenir quelqu'un que tout le monde respecterait. C'est dans cette brûlure intérieure que commença sa dérive. Un soir, à l'âge de 20 ans, alors qu'il errait dans un marché isolé à la périphérie de Dakar, il croisa un vieil homme étrange. Celui-ci l'interpella par son nom, comme s'il le connaissait déjà. D'une voix rauque, il lui parla d'un chemin vers la grandeur, mais qui ne s'ouvrait qu'à ceux prêts à payer le prix. Intrigué, désespéré, Diallo le suivit. Le vieillard le mena loin des lumières, dans une clairière. Là, sous un ciel couvert, un cercle de craie et des bougies attendaient. Au centre, un parfum étrange flottait, un rituel allait commencer. Diallo tremblait, partagé entre peur et fascination. Son cœur battait si fort qu'il crut qu'il allait s'arrêter. Mais plus fort encore résonnait en lui ce désir insatiable, être riche, être admiré, ne plus jamais subir l'humiliation. Lorsque les flammes des bougies vacillèrent, une silhouette féminine se matérialisa, d'une beauté troublante mais aux yeux d'ombre infinie. Nyaka, déesse de la forêt, lui parla d'une voix douce et terrifiante, « Je peux t'offrir tout ce que tu désires. Mais en échange, tu devras m'offrir des âmes. » Diallo, pétrifié, comprit qu'il se trouvait face à un choix irréversible. Il pensa à sa mère morte dans la pauvreté, à son père humilié, à ses années de misère. Les mots de Nyaka pénétrèrent ses entrailles comme une promesse envoûtante. Alors, malgré ses tremblements, il répondit oui. Nyaka sourit, et une chaleur glaciale envahit son corps. Le vieil homme remit à Diallo un collier noirci, symbole du pacte, et lui expliqua la règle. Pour chaque succès qu'il connaîtrait, il devrait offrir un sacrifice. La première victime fut désignée sans attendre, un camarade d'université jaloux de lui. Le lendemain, ce jeune homme disparut mystérieusement. C'est ainsi que commença la double vie de Diallo. D'un côté, l'étudiant brillant qui grimpait les échelons, impressionnant ses professeurs et obtenant des postes prestigieux. De l'autre, l'homme hanté, qui chaque année offrait une nouvelle âme à Nyaka. Les sacrifices devinrent la clé de son ascension,
un rival, un collègue, un proche. Jusqu'au jour où il fonda son propre lycée, chaque brique, chaque salle, payée par le sang invisible de ses victimes. Mais cette année, pour atteindre la gloire absolue, il avait promis bien plus qu'une vie, il avait juré de livrer une génération entière. À Dakar, le lycée d'excellence Diallo brillait comme une couronne au milieu de la capitale. Façades vitrées, clôtures élégantes, uniformes parfaitement taillés, tout respirait la modernité et la réussite. Les passants ralentissaient pour admirer ce joyau urbain. Pour les familles, inscrire leur enfant dans cette école, c'était accéder à un monde meilleur. Les voitures luxueuses se garaient devant l'entrée, et les parents, fiers, serraient la main de Diallo comme à un bienfaiteur national. Mais personne ne savait que sous ces murs rutilants, chaque succès était payé par une dette invisible, une dette de sang. Année après année, l'école accumula les exploits. Les journaux publiaient des classements où le lycée Diallo écrasait toute concurrence. Les meilleurs résultats aux examens, les meilleures universités étrangères qui recrutaient ses élèves, des partenariats prestigieux avec des institutions internationales. Les médias décrivaient Diallo comme un visionnaire, un père de la nation éducative. Les élèves, eux, marchaient dans la cour avec une assurance rare, convaincus qu'ils étaient les élus d'une nouvelle génération. Mais ce qu'ignoraient tous, c'est que chaque avancée avait été scellée par un sacrifice. Niaka, silencieuse, observait son serviteur continuer à lui être fidèle. Pour Diallo, chaque sourire d'élève, chaque félicitation d'un ministre, chaque article de presse élogieux était à la fois une victoire et un rappel de sa malédiction. Le soir, seul dans son bureau, il fixait le collier noirci offert par Niaka. Ses mains tremblaient parfois, ses nuits étaient hantées par des visages disparus. Mais au matin, il retrouvait son masque de directeur parfait, saluant parents et enfants avec un sourire chaleureux. Son cœur était partagé entre une fierté immense et une peur constante, celle de faillir à son pacte et de voir Niaka venir réclamer son dû. Cette année-là, après l'annonce du 100% de réussite au baccalauréat, Diallo sentit qu'il devait frapper un coup fort, marquer l'histoire à jamais. Devant les caméras, il annonça un projet inédit, un voyage d'excellence qui mènerait ses élèves dans un périple à travers l'Afrique de l'Ouest. Un geste qui allait, pensait-il, faire de lui une légende éducative. Mais derrière ce discours officiel, son esprit calculait froidement, ce voyage serait l'occasion parfaite d'honorer sa promesse à Niaka. Une promotion entière, livrée dans l'ombre de la forêt équatoriale. Le sacrifice ultime. Les familles exultèrent. Les élèves, euphoriques, rêvaient déjà de découvrir des villes étrangères, des routes modernes, des horizons nouveaux. Certains se voyaient déjà dans des villas semblables à celles qu'ils allaient voir au Ghana ou au Nigeria. Les médias parlèrent de l'excursion du siècle, et Diallo fut encore couvert de louanges. Mais dans la solitude de son bureau, il serra le collier noir, conscient que la ligne était tracée. Ce voyage serait célébré comme un triomphe par la nation, mais pour lui, ce serait aussi une marche vers la nuit. Dans une maison modeste des faubourgs de Dakar vivait Caleb, 18 ans, élève discret du lycée d'excellence Diallo. Alors que ses camarades affichaient assurance et ambition, lui restait dans l'ombre, préférant écouter plutôt que parler. Ses notes étaient bonnes, mais il n'aimait pas attirer l'attention. La veille des cours, on le trouvait souvent assis seul, un livre à la main, fuyant les conversations bruyantes. Caleb n'était pas seulement timide, il portait en lui un doute profond, hérité de la fracture invisible qui divisait ses parents. Et cette fracture, un jour, allait guider son destin. Sa mère, Mireille, femme de prière fervente, croyait que la vie était une bataille spirituelle permanente. Chaque matin, elle se levait avant l'aube pour invoquer la protection divine sur son foyer. Elle ne cessait de répéter à Caleb, « N'oublie jamais, ce monde n'est pas que ce que tes yeux voient. » Mais son père, Paul, fonctionnaire rationnel, méprisait ses paroles. Pour lui, seule comptait la logique, la science, les preuves tangibles. Il se moquait souvent de sa femme, la traitant de « superstitieuse ». Entre ces deux forces opposées, Caleb grandissait en silence, sans jamais oser choisir un camp. Ces tensions rendaient Caleb fragile. Parfois, il admirait la foi inébranlable de sa mère, sa paix intérieure, sa capacité à tenir debout malgré les épreuves. Mais d'autres fois, il se laissait influencer par le scepticisme froid de son père. Cela le rendait indécis, toujours sur la frontière entre croire et douter.
Ses camarades de classe le voyaient comme le garçon invisible, celui qui ne parlait pas beaucoup, mais qui semblait porter un monde secret dans ses yeux. Pourtant, malgré sa discrétion, un détail surprenait, il avait une intuition étrange, une sensibilité qu'il n'arrivait pas à expliquer. À l'approche du fameux voyage, Caleb observait l'excitation de ses camarades. Naomi, sa petite amie, en parlait avec des étoiles dans les yeux. Samuel, rationnel comme Paul, ne cessait de dire qu'il allait documenter tout le périple. Aïssatou priait déjà pour que Dieu les protège, et Jonas plaisantait sur les selfies qu'il allait prendre. Caleb, lui, se contentait de sourire timidement, partagé entre enthousiasme et une angoisse muette. Sa mère, de son côté, multipliait ses prières. Elle disait ressentir un poids inexplicable dans son cœur, comme si une tempête invisible se préparait autour de son fils. La veille du départ, ce pressentiment devint une vision. Mireille rêva d'une forêt obscure où des enfants disparaissaient dans des ombres mouvantes. Elle se réveilla en sueur, le souffle court. Tremblante, elle secoua Paul pour prier avec elle, mais il repoussa sa main avec agacement, lui disant qu'elle exagérait encore. Alors, seule, elle passa le reste de la nuit à genoux, des larmes glissant sur ses joues. Caleb, dans sa chambre, dormait profondément, inconscient que sa mère luttait déjà pour lui dans l'invisible. Et au loin, l'aube approchait, annonçant le jour du départ. Le matin du départ, l'air vibrait d'excitation dans la cour du lycée d'Excellence Diallo. 2 bus flambant neufs attendaient, décorés de banderoles colorées. Les familles s'étaient rassemblées en masse, brandissant des drapeaux, des téléphones pour filmer, des cadeaux pour leurs enfants. On chantait, on riait, on applaudissait. Ce jour-là ressemblait à une fête nationale. Les élèves, en uniforme impeccable, portaient leurs valises avec fierté, le visage illuminé par la promesse d'un voyage unique. Mais au milieu des sourires et des accolades, une silhouette restait à l'écart, Mireille, les yeux rougis par une nuit entière passée en prière. Chaque parent s'avançait pour embrasser son enfant. Paul, raide comme toujours, serra la main de Caleb et lui dit simplement « Sois sérieux, profite bien ». Naomi reçut des bénédictions de sa mère, Jonas plaisanta en prenant un selfie avec ses parents, Samuel rassura les siens en promettant d'écrire chaque jour. Quand vint le tour de Caleb, Mireille le serra longuement dans ses bras. Elle murmura à son oreille « Ne t'éloigne pas de la prière, Caleb, n'oublie pas ». Il hocha la tête, gêné, mais évita son regard. Au fond, il ne comprenait pas la gravité de ses paroles. Caleb monta dans le bus le cœur partagé. L'excitation de ses amis était contagieuse, mais la tristesse dans les yeux de sa mère lui collait à la peau comme une ombre. Naomi le taquina, lui demandant pourquoi il avait l'air si sérieux alors que tout le monde riait. Jonas chantait déjà à tue-tête, Samuel installait son carnet de notes, et Aïssatou priait en silence. Mais Caleb resta pensif, fixant la foule par la vitre. Son regard croisa une dernière fois celui de Mireille. Elle lui sourit, mais ses lèvres tremblaient. Ce fut une image qu'il n'oublierait jamais. Les moteurs vrombirent, couvrant les cris de joie. Les chauffeurs levèrent les mains pour saluer la foule. Puis, lentement, les bus quittèrent la cour du lycée. Les familles coururent quelques mètres derrière, agitant les mains, certains parents versant des larmes d'émotion. Paul posa une main ferme sur l'épaule de Mireille pour la retenir, mais elle resta figée, le regard rivé sur le bus où son fils s'éloignait. Elle murmurait encore des prières, ses doigts serrés autour d'un petit chapelet usé. Pour elle, ce départ n'était pas une fête, c'était le début d'un combat qu'elle sentait approcher. À l'intérieur du bus, l'ambiance explosa. Les élèves chantaient, prenaient des photos, discutaient déjà de ce qu'ils allaient découvrir à Abidjan, Accra ou Lagos. L'air vibrait d'une euphorie contagieuse. Caleb, entraîné malgré lui, finit par sourire timidement aux plaisanteries de Jonas. Mais quand il se tourna vers la vitre, son cœur se serra, il vit sa mère toujours debout, les yeux levés vers le bus, immobile comme une sentinelle. Le bus prit de la vitesse, et Dakar disparut derrière eux. Le voyage venait de commencer, mais nul ne savait qu'il était déjà marqué par l'ombre. Les roues avalaient les kilomètres et chaque nouvelle ville ouvrait un monde inconnu aux yeux des élèves. À travers les vitres, ils découvraient un autre visage de l'Afrique. Les plus excités collaient leur téléphone aux fenêtres, filmant chaque détail pour alimenter leurs réseaux sociaux.
Les chants et les rires remplissaient le bus, transformé en une fête roulante. Caleb, assis près de Naomi, regardait ses camarades s'extasier. Lui-même sentait une curiosité monter en lui. L'Afrique qu'il voyait défiait ses attentes. Mais au fond de son cœur, une étrange appréhension refusait de se taire, comme une ombre collée à la lumière. Au Sénégal, les routes poussiéreuses les menèrent d'abord à Kaolack et Tambacounda, village modeste, marché bruyant, enfants courant pieds nus derrière le bus. Les élèves riaient et leur faisaient signe. Puis, au Mali, les paysages s'ouvrirent sur de vastes plaines arides, ponctuées de cases traditionnelles. Mais c'est en Côte d'Ivoire que les murmures d'admiration se transformèrent en cris d'étonnement, autoroutes larges, échangeurs modernes, stations-service flambant neuves. À Abidjan, des tours étincelantes se dressaient comme des géants. Naomi souffla, on dirait l'Europe, et tout le bus éclata de rire. Les élèves filmaient tout, émerveillés comme des enfants. Caleb observait en silence, partagé entre admiration et réflexion. Il voyait ses camarades s'enflammer devant les villas luxueuses, les voitures de prestige, les quartiers modernes. Jonas plaisantait en disant, « Un jour, je vivrai dans une maison comme ça. » Samuel, lui, analysait les infrastructures avec sérieux, notant tout dans son carnet. Aïssatou murmurait une prière de reconnaissance, émue par la beauté de ce qu'elle voyait. Mais Caleb, lui, ressentait un mélange étrange. Oui, ces paysages étaient fascinants, mais quelque chose en lui refusait de s'abandonner totalement à l'euphorie. Il sentait que cet éclat cachait une autre vérité. Au Ghana, les routes impeccablement tracées et les stations modernes émerveillèrent encore plus les élèves. Ils s'arrêtaient parfois pour acheter des souvenirs, prendre des photos, goûter à des plats locaux. Chacun riait, partagé entre l'envie de profiter et celle d'immortaliser chaque instant. Caleb suivit le mouvement, se laissant entraîner par Naomi et Jonas dans des selfies. Mais quand le bus reprit sa route, il garda le silence. Une impression persistante l'habitait, derrière ces routes lisses et ces villas étincelantes, quelque chose veillait. Une présence invisible, qui semblait déjà les attendre plus loin, au-delà de la lumière. En quittant le Nigeria, les contrastes devinrent plus saisissants. Lagos leur montra ses deux visages, d'un côté, des bidonvilles étouffants, ruelles saturées de monde et d'odeurs, de l'autre, des quartiers richement bâtis avec des villas immenses, protégés par de hauts murs. Le bus traversa ces mondes opposés, et les élèves s'exclamèrent, fascinés. Mais à mesure qu'ils approchaient du Cameroun, le ciel se chargea de nuages lourds. La végétation s'épaississait, les routes semblaient se resserrer, et une pluie tropicale commença à tomber. Caleb frissonna, le front collé contre la vitre. L'émerveillement cédait peu à peu à l'étrange. La pluie tropicale s'abattit d'un seul coup, comme si le ciel s'était ouvert sans prévenir. Les essuie-glaces peinaient à chasser les torrents qui déformaient le paysage derrière les vitres. La lumière se fit plus sombre, les éclairs zébraient le ciel et grondaient dans la forêt environnante. Dans le bus, les rires se firent plus timides, étouffés par le vacarme de l'orage. Jonas tenta une blague pour détendre l'atmosphère, mais son rire résonna trop fort, trop nerveux. Caleb, lui, resta silencieux, le regard fixé sur l'eau qui coulait le long de la vitre comme si elle effaçait le monde extérieur. Assis, bercé par les secousses du bus et la pluie incessante, Caleb finit par s'assoupir. Dans son sommeil, il eut une vision étrange, une forêt immense, les arbres s'étiraient comme des colonnes sans fin, et au loin, des silhouettes d'enfants marchaient en silence. Leurs visages étaient flous, mais leurs yeux semblaient vides. Puis une ombre gigantesque surgit derrière eux, engloutissant chacun sans un bruit. Caleb se réveilla en sursaut, le souffle court. Naomi, assise à côté, posa une main sur son bras. « Ça va ? » « Tu transpires ?» Il esquissa un sourire forcé, mais son cœur battait trop vite. Le rêve restait imprimé dans son esprit, aussi réel que la pluie qui frappait les vitres. Caleb se sentait piégé entre le rire de ses amis et cette vision sombre qui lui collait à la peau. Était-ce seulement la fatigue ? Ou un avertissement ? Il repensa aux paroles de sa mère, « Ce monde n'est pas que ce que tes yeux voient. » Mais il secoua la tête, refusant d'y croire complètement. Naomi, inquiète, l'observait du coin de l'œil, mais il évita son regard. Il ne voulait pas qu'on le prenne pour un fou. Pourtant, il savait, quelque chose approchait. À travers la vitre embuée,
Caleb aperçut une route plus étroite, bordée d'arbres dont les branches s'inclinaient comme pour barrer le chemin. La pluie redoublait, et chaque éclat de tonnerre faisait vibrer le bus. Certains élèves s'endormaient, bercés par la route, d'autres tentaient de chanter pour couvrir l'orage. Mais Caleb restait aux aguets, l'œil rivé sur l'extérieur. Une impression oppressante lui serrait la poitrine. Il se força à respirer lentement, mais ses mains tremblaient. Puis, au détour d'un virage, son souffle se coupa net, une silhouette blanche venait d'apparaître au milieu de la route. Le chauffeur freina brutalement, les pneus dérapant sur l'asphalte trempé. Un cri collectif résonna dans le bus tandis que les élèves se retenaient au siège. Les phares illuminèrent la silhouette immobile, drapée de blanc, figée comme une apparition irréelle. Personne ne parlait plus, seul le bruit de la pluie emplissait l'espace. Caleb sentit son cœur cogner contre sa poitrine. Était-ce une femme? Une ombre? Un fantôme? Le chauffeur jura, les mains crispées sur le volant. Puis, dans un choc sourd, le bus heurta la silhouette. Le silence fut total. Quelque chose venait de basculer. Un fracas sourd secoua tout le bus. Les élèves furent projetés en avant, certains poussant des cris, d'autres se cognant contre les sièges. Le silence qui suivit fut encore plus terrifiant que le choc. Les phares illuminaient toujours la route, mais la pluie brouillait tout, créant un voile mouvant. Jonas, tremblant, demanda « On a écrasé quelqu'un ?» Une panique muette parcourut le bus. Naomi se couvrit la bouche, ses yeux écarquillés fixant l'extérieur. Caleb, le souffle court, sentit une sueur froide lui couler le long du dos. Il venait d'entrer dans un territoire inconnu. Le chauffeur, livide, serrait le volant sans bouger. Un professeur s'avança et ordonna « Arrêtez le moteur, il faut descendre ». Mais le chauffeur secoua la tête « Moi, je ne bouge pas, ce que vous avez vu là, ce n'était pas humain ». Les élèves échangèrent des regards horrifiés. Certains se mirent à pleurer, d'autres tentaient de rassurer en disant qu'il ne s'agissait que d'une femme perdue sous la pluie. Mais une certitude glaçante s'installait, la silhouette n'avait pas bougé, pas crié, pas réagi au choc. Comme si elle n'avait jamais été vraiment vivante. Caleb sentit son cœur battre à tout rompre. Son rêve revenait à lui, ces silhouettes englouties par l'ombre. Et si ce qu'ils avaient percuté faisait partie de cette vision? Naomi s'agrippa à son bras, les larmes aux yeux, « Ne descends pas, Caleb, je t'en supplie. » Sa voix tremblait, mais au fond, lui savait qu'il n'avait pas le choix. Il était comme poussé par une force qu'il ne contrôlait pas. Ses jambes picotaient, son esprit luttait entre peur et nécessité. Il n'était pas courageux par nature, mais cette nuit-là, quelque chose en lui le poussait à avancer. Il se leva brusquement, surprenant tout le monde. Naomi tenta de le retenir, mais il repoussa doucement sa main, « Je dois voir. » Sa voix était basse mais ferme, comme si une autre force parlait à travers lui. Derrière lui, Samuel se leva aussi, « Je viens avec toi, ce n'est peut-être qu'un accident. » Puis Aïssatou, en serrant son collier de prière, dit, « On ne peut pas le laisser seul. » Jonas, pâle, soupira, « Bon sang, vous êtes fou, mais j'y vais aussi. » À quatre, ils s'approchèrent de la porte, sous les regards terrifiés de leurs camarades. La porte s'ouvrit dans un grincement, laissant entrer l'odeur lourde de la pluie et de la terre mouillée. Leurs chaussures s'enfoncèrent dans la boue tandis que le bruit du tonnerre couvrait leurs pas. Les phares projetaient encore une lumière vacillante sur la route détrempée. Mais lorsqu'ils avancèrent jusqu'à l'endroit du choc, il n'y avait rien. Pas de corps. Pas de vêtements. Rien qu'une mare de pluie, des taches sombres, rouges, qui formaient une traînée. Caleb s'agenouilla et les observa de près, du sang. La piste s'enfonçait dans la forêt. Et sans réfléchir, il fit un pas en avant. La pluie tombait toujours, mais plus faible, comme si le ciel retenait sa respiration. Caleb s'avança, ses pas suivant la traînée de sang qui s'enfonçait entre les arbres. Naomi, blême, le suivait de près, tandis que Samuel, Aïssatou et Jonas échangeaient des regards nerveux. Derrière eux, une agitation monta, d'autres élèves, curieux ou effrayés, avaient décidé de descendre aussi. Les professeurs, inquiets, crièrent de rester groupés. Même les deux chauffeurs, hésitants, finirent par quitter leur bus.
En quelques instants, ce n'était plus 4 ou 5, mais une petite foule qui s'avançait dans la forêt, comme happée par une force invisible. Les arbres se refermèrent sur eux dès les premiers mètres. Leurs troncs massifs semblaient se pencher, leurs branches s'entremêlant pour former une voûte. La lumière des phares s'éteignait derrière, avalée par les ténèbres. L'air était plus humide, chargé d'une odeur de terre et de feuilles en décomposition. On n'entendait plus le bruit de la route, seulement le goutte-à-goutte régulier de la pluie filtrant entre les feuillages. La traînée rouge, au sol, devenait de plus en plus irrégulière. Certains élèves chuchotaient que c'était sûrement une mise en scène, une farce. Mais leur voix tremblait. La forêt, elle, restait muette, oppressante. Caleb sentait son cœur cogner, mais une force étrange le poussait à continuer. Naomi le suivait de près, ses doigts tremblants serrés autour de son bras. Samuel observait les traces au sol, cherchant une explication rationnelle, mais son ton manquait d'assurance. Aïssatou priait à voix basse, répétant les mêmes mots encore et encore, comme pour protéger le groupe. Jonas, lui, respirait fort, jetant des regards partout, prêt à détaler au moindre bruit. Tous étaient partagés entre peur et curiosité, incapables de revenir en arrière. La route et les bus semblaient déjà appartenir à un autre monde, lointain, inaccessible. Plus ils s'enfonçaient, plus la forêt semblait vivante. Les feuilles bruissaient sans vent, des craquements résonnaient comme des pas derrière eux. Un professeur ordonna de rebrousser chemin, mais personne ne l'écouta. La traînée de sang était devenue une obsession. Caleb avançait, comme guidé, persuadé qu'au bout de ses traces se trouvait une vérité. Les élèves, intrigués, le suivirent. Même les adultes, d'abord réticents, finirent par marcher derrière eux. Le groupe s'étira, leurs lampes de poche improvisées, écrans de téléphone, éclairant des troncs qui semblaient se refermer sur eux. Chacun retenait son souffle, comme prisonnier d'un piège invisible. Puis, soudain, un cri déchira l'air. Tous se retournèrent, mais il était déjà trop tard, un élève venait de disparaître. Là où il se tenait une seconde plus tôt, il ne restait qu'un cartable au sol, trempé par la pluie. La panique éclata aussitôt. Certains se mirent à hurler, d'autres coururent dans tous les sens. Les professeurs criaient de rester groupés, mais la terreur était incontrôlable. Caleb, figé, sentit son sang se glacer. La forêt venait de prendre sa première proie. Et dans le silence qui suivit le cri, une certitude s'imposa, ils étaient tombés dans un piège. La panique se propagea comme un feu incontrôlable. Les élèves hurlaient, certains tentaient de courir dans tous les sens, d'autres s'accrochaient au professeur. Mais la forêt semblait jouer avec eux, les troncs se resserraient, les chemins disparaissaient aussitôt qu'ils tentaient de fuir. Le cartable abandonné trempait encore au sol, témoin muet de l'horreur. Jonas, livide, bredouilla, il était là, je l'ai vu, et puis, plus rien. Les mots se perdirent dans le vacarme des cris. Caleb, pétrifié, sentit ses jambes se raidir. L'invisible venait de les frapper, et tous comprenaient qu'ils étaient entrés dans un territoire interdit. Alors que les élèves tentaient de se regrouper, un autre cri retentit, suivi d'un bruit étouffé. Cette fois, c'était une fille qui disparut, happée dans l'ombre. Ses camarades, paralysés, regardaient autour d'eux, mais il n'y avait rien. Pas de silhouette, pas de bête, seulement des arbres immobiles et un silence pesant après chaque disparition. Les téléphones, brandis comme des torchers, projetaient une lumière tremblante. Et au milieu du chaos, le professeur Nguessan, jusque-là silencieux, murmura « La forêt, elle réclame son dû ». Tous se tournèrent vers lui, abasourdis. Comment pouvait-il parler comme s'il savait ce qui se passait? Les élèves s'agrippèrent au professeur, demandant des explications. Nguessan, pâle mais étrangement calme, fixa les ténèbres entre les troncs. On raconte qu'ici vit une force ancienne. Une entité qui prend ce qu'on lui doit. Sa voix tremblait, mais ses paroles semblaient portées par une connaissance interdite. Certains élèves éclatèrent, « Vous saviez? Vous saviez et vous nous avez laissé venir ?» La peur se transforma en colère. Naomi tremblait, collée à Caleb. Samuel, furieux, accusa Nguessan de leur cacher la vérité. Mais Caleb, lui, restait figé. Les mots du professeur confirmaient son rêve. Ce n'était donc pas une illusion.
Les professeurs tentèrent de ramener l'ordre, ordonnant à tout le monde de rester groupé. Mais la peur était trop forte. Des élèves coururent dans les buissons, cherchant une sortie. On entendait leurs pas précipités, puis des cris étouffés, puis plus rien. Chaque disparition était plus brutale que la précédente, comme si la forêt se nourrissait de leur panique. Caleb, le souffle court, serra la main de Naomi. Aïssatou priait à haute voix, ses mots se brisant dans les pleurs. Jonas répétait, « On va tous mourir », mais Caleb, étrangement, sentait qu'il devait tenir debout. La tension atteignit son paroxysme quand un élève à l'arrière du groupe fut soudain arraché vers le haut, aspiré par l'obscurité des feuillages. Son cri glaçant résonna longtemps, puis s'éteignit. Tous levèrent les yeux, mais il n'y avait rien, que des branches immobiles. Certains tombèrent à genoux, d'autres éclatèrent en sanglots. Caleb, lui, sentit ses entrailles se tordre. Tout en lui criait de fuir, mais une force invisible l'obligeait à rester. Ses rêves, les paroles de sa mère, tout convergeait. La forêt n'était pas seulement un piège. Elle était un autel. Et il venait d'y entrer comme des offrandes. Après la disparition du dernier élève, le groupe était brisé. Certains gémissaient, d'autres restaient figés, incapables de parler. Le silence de la forêt pesait comme une chape de plomb. Caleb, vidé de force, s'adossa à un tronc humide et ferma les yeux. Ses paupières lourdes le plongèrent dans un demi-sommeil étrange, entre rêve et réalité. Son cœur battait encore vite, mais une autre sensation s'imposa, un froid glacial parcourant sa colonne vertébrale. Puis, soudain, les ténèbres autour de lui changèrent. La forêt disparut, remplacée par une vision qu'il n'avait pas choisie. Son esprit venait d'être happé ailleurs. Il vit une pièce obscure, éclairée par des bougies. Au centre, agenouillé, se tenait Diallo, le directeur, vêtu d'une tunique blanche. Devant lui, une silhouette féminine majestueuse mais terrifiante, Nyaka. Sa peau semblait briller comme de la lune, mais ses yeux étaient des gouffres sans fond. Sa voix résonna comme un tonnerre doux, « Tu as juré. Tous les enfants m'appartiennent. » Diallo tremblait, suppliant, « Accorde-moi encore du temps », mais Nyaka gronda, « Pas de temps. Pas d'échappatoire. Le prix doit être payé. » Caleb vit alors une image glaçante, la promotion entière, offerte comme un sacrifice. Le souffle de Caleb s'accéléra. Son esprit refusait d'accepter ce qu'il voyait, mais tout en lui criait que c'était réel. Les paroles de sa mère résonnaient, « Ce monde n'est pas que ce que tes yeux voient. » Il comprit, d'un coup, que Diallo n'était pas l'homme de gloire que tout le pays admirait. C'était un prisonnier d'un pacte, un serviteur d'une force monstrueuse. Mais au milieu de l'horreur, une autre vision apparut, un halo de lumière, comme un bouclier autour de lui. Et dans ce halo, il entendit une voix familière, celle de sa mère, priant sans relâche. Caleb se redressa brusquement, haletant. Ses camarades sursautèrent, croyant qu'il délirait. Mais son regard brûlait d'une intensité nouvelle. « Je sais ce qui se passe », cria-t-il. Naomi le secoua, paniquée, « Tu dis n'importe quoi, Caleb. » Mais il insista, « C'est Diallo, c'est lui. Il a donné nos vies en échange de son succès. Et cette chose, elle est venue nous prendre. » Samuel, rationnel, s'emporta, « Tu es fou, ce n'est qu'un cauchemar. » Mais Caleb, plus ferme que jamais, ajouta, « Non. Je l'ai vu. Ma mère me protège par ses prières. Et c'est pour ça que je suis encore vivant. » Un silence lourd suivit ces paroles. Certains élèves éclatèrent de rires nerveux, d'autres reculèrent, terrifiés à l'idée que ce qu'il disait soit vrai. Naomi, tremblante, ne savait plus quoi penser. Mais alors que le groupe hésitait entre scepticisme et panique, un cri atroce résonna encore dans les bois, et un autre élève disparut dans l'ombre. Cette fois, plus personne ne douta que quelque chose les chassait. Caleb serra les poings, le regard déterminé. Sa voix résonna dans la nuit, « Si on veut survivre, on doit rester ensemble. Sinon, elle nous prendra tous. » Et pour la première fois, on l'écouta. Le groupe, tremblant et dispersé, se rapprocha instinctivement de Caleb après son cri. Ces mots, d'abord rejetés, résonnaient désormais comme une vérité indéniable. Chaque disparition confirmait son récit.
Dans l'air, la peur avait changé de nature, elle n'était plus seulement panique, elle devenait une certitude glaciale. Jonas, blême, balbutia, alors, on est condamné? Naomi serra la main de Caleb, cherchant à lire dans son regard une réponse qu'elle-même n'avait pas. Samuel restait crispé, luttant contre sa raison. Mais tous, même les professeurs, semblaient désormais attendre quelque chose de ce garçon discret qu'ils ignoraient hier encore. Caleb sentit ce poids nouveau sur ses épaules. Lui, l'élève invisible, timide, celui qu'on ne remarquait jamais, devenait l'ultime repère dans le chaos. Il prit une profonde inspiration et dit d'une voix ferme, « On doit rester ensemble. Ne vous éloignez jamais. C'est ce qu'elle veut, nous isoler. » Les professeurs hésitèrent, mais leur regard trahissait leur impuissance. Samuel répliqua avec nervosité, « Tu crois qu'une prière va nous sauver? Il nous faut une sortie, pas des mots vides. » Mais Aïssatou leva la tête et déclara avec conviction, « Il a raison. On doit écouter Caleb. C'est notre seule chance. » À l'intérieur, Caleb était encore traversé par le doute. Il n'avait jamais voulu guider qui que ce soit, encore moins dans un cauchemar pareil. Mais chaque battement de son cœur lui rappelait la vision de sa mère priant pour lui. Comme si une force invisible passait par elle pour le soutenir. Il sentit ses mains cesser de trembler. Naomi, voyant ce changement, retrouva un peu de courage. Jonas, malgré sa peur, resta près de lui. Samuel, bouillant de frustration, accepta malgré tout de suivre. Caleb comprit alors que, qu'il le veuille ou non, ses choix décideraient désormais du sort de tous. « On doit avancer, dit-il en scrutant les ténèbres. Si on reste ici, elle nous prendra un par un. » Les élèves se regroupèrent, formant un cercle serré. Caleb marcha en tête, Aïssatou priant derrière lui, Samuel éclairant la voie avec son téléphone, Naomi serrant son sac contre elle, Jonas chuchotant pour se donner du courage. Chaque pas résonnait sur la terre humide, chaque craquement de branches faisait sursauter le groupe. Mais étrangement, tant qu'ils restaient proches de Caleb, aucun ne disparaissait. Le silence oppressant semblait reculer devant eux, comme si une barrière invisible les entourait. Au bout d'un moment, alors que leur force commençait à faiblir, un son déchira le silence, des sanglots, lointains mais distincts. Une voix d'enfant, pleurant dans l'obscurité. Les élèves échangèrent des regards paniqués. « C'est peut-être un des nôtres », cria Samuel en voulant courir. Mais Caleb leva la main, « Non. C'est un piège. » Son intuition lui hurlait de résister. Pourtant, les pleurs continuaient, de plus en plus proches, de plus en plus déchirants. Jonas éclata, « On ne peut pas l'abandonner. » Le dilemme s'installa. Et déjà, certains élèves s'écartaient du groupe, attirés par cette voix ensorcelante. Les pleurs d'enfants résonnaient, obsédants, comme une lame qui s'enfonçait dans les oreilles de chacun. Ils venaient de nulle part et de partout à la fois. Certains élèves, la peur effacée par l'instinct de sauver, s'élancèrent vers l'obscurité. « Attendez! Revenez !» cria un professeur, mais ses mots se perdirent dans le tumulte. Caleb, crispé, savait au fond de lui que ses pleurs n'étaient pas humains. « Ne les suivez pas !» hurla-t-il. Mais déjà 2 élèves disparaissaient dans les fourrés. Le groupe, ébranlé, resta figé, incapable de décider s'il fallait secourir ou rester. Et le piège se referma. Quelques secondes plus tard, un cri glaçant résonna, suivi d'un silence brutal. Puis un autre cri, plus déchirant encore. Les élèves qui avaient suivi les pleurs ne revinrent jamais. La forêt engloutissait leur voix aussi vite qu'elle s'élevait. Samuel, pâle, secoua la tête, « Ce n'est pas possible, ce n'est pas réel », il serrait son carnet contre sa poitrine comme si cela pouvait le protéger. Naomi, collée à Caleb, tremblait de tout son corps. Jonas s'effondra presque, les mains sur les oreilles pour ne pas entendre. Mais les sanglots continuaient, comme si la forêt s'amusait à imiter les disparus. Caleb, malgré la peur qui lui nouait la gorge, sentit une certitude s'ancrer en lui. Ce n'était pas seulement la forêt, c'était Nyaka, qui les testait, les appelait, les séduisait comme une mère monstrueuse appelant ses enfants perdus. Sa vision du pacte lui revenait en mémoire. Il se souvenait des paroles terribles, « Tout m'appartienne ». Et pourtant, il était toujours là. Il sentit une chaleur intérieure, fragile mais réelle,
comme si la voix de sa mère continuait de l'envelopper. Cela lui donna le courage de parler, « Écoutez-moi. Si vous la suivez, vous mourrez. Restez proche de moi. » La moitié du groupe hésitait encore, mais Caleb avança, obligeant les autres à le suivre. Naomi marchait à ses côtés, Aïssatou priait à voix basse, Jonas collait ses pas aux siens, et Samuel, malgré son scepticisme, continuait à le suivre. Derrière, les professeurs tentaient de maintenir un semblant d'ordre. Mais soudain, la terre sembla se dérober sous leurs pieds, une faille invisible s'ouvrit, aspirant 3 élèves qui disparurent dans un cri. Les survivants hurlèrent, se resserrant autour de Caleb. L'air lui-même semblait peser sur eux, chargé d'une menace tangible. La forêt ne les laissait pas s'échapper. Épuisés, ils finirent par s'arrêter au pied d'un arbre gigantesque, ses racines tordues semblant former des griffes. Caleb leva les yeux, et une nouvelle vision le frappa, Diallo, marchant seul dans la forêt, le visage défiguré par la peur. Derrière lui, l'ombre de Nyaka planait, immense. Caleb tomba à genoux, haletant. Naomi le secoua, paniqué, « Qu'est-ce que tu vois encore ?» Mais il ne répondit pas. Car dans son esprit, une vérité s'imposa, Diallo était déjà condamné, et ils étaient entraînés dans son sacrifice. La forêt n'avait pas fini. Le pire les attendait encore. À Dakar, la nuit était tombée, mais Mireille ne trouvait pas le sommeil. Depuis le départ du bus, son cœur battait comme s'il suivait une autre cadence, étrangère et inquiétante. Elle se levait sans cesse, allumait et éteignait les lampes, faisait les 100 pas dans le salon. Chaque bruit la faisait sursauter. Paul, excédé, lui lança, « Tu vas finir par devenir folle à force. Caleb est en sécurité, arrête avec tes histoires. » Mais Mireille savait. Elle le sentait dans ses entrailles, son fils vivait quelque chose d'anormal, quelque chose que ses yeux ne pouvaient pas voir. Cette nuit-là, un vase se renversa tout seul dans le salon. Puis une ampoule grésilla et s'éteignit brusquement, plongeant la pièce dans l'obscurité. Mireille tomba à genoux, ses mains tremblant. Elle pria, suppliant Dieu de lui donner un signe. Ses larmes coulèrent en abondance. Et soudain, une vision s'imposa, Caleb courant dans une forêt obscure, poursuivi par des ombres mouvantes. Elle hurla son nom et se réveilla en sursaut. Paul accourut, mais quand elle lui expliqua ce qu'elle avait vu, il secoua la tête avec colère, « Ce n'est qu'un cauchemar. Tu ne peux pas diriger notre vie avec ça. » Les mots de son mari l'enfoncèrent encore plus dans son désespoir. Mais Mireille savait qu'elle ne pouvait pas rester passive. La douleur dans sa poitrine, l'angoisse dans ses entrailles, tout confirmait que Caleb était en danger. Elle se souvint de ses prières des jours précédents, de ce rêve sanglant avant le départ. Tout s'alignait. Elle ne doutait plus. Alors, malgré la fatigue et les reproches, elle se remit à genoux. Sa voix tremblait, mais elle priait plus forte encore. Dans l'ombre de sa maison, une bataille invisible se déroulait, et elle refusait d'abandonner son fils aux ténèbres. À l'aube, épuisée mais déterminée, Mireille se rendit chez son pasteur. Les yeux gonflés, elle raconta son rêve et ses visions. Le pasteur l'écouta avec gravité, puis pria longuement avec elle. Ensemble, ils invoquèrent une protection, suppliant que Caleb soit entouré d'une lumière invisible. Mais même après la prière, Mireille n'était pas apaisée. Son cœur battait toujours avec cette même oppression. Elle leva les yeux vers le pasteur et dit, « Je sens qu'il y a urgence. Je ne peux pas attendre. Je dois agir. » Le pasteur la regarda, inquiet, comprenant qu'elle allait franchir une nouvelle étape. En sortant de l'église, Mireille marcha d'un pas déterminé vers un autre lieu, le commissariat. Elle savait que les autorités se moqueraient d'elle, qu'on la traiterait d'illuminée. Mais elle n'avait plus peur du ridicule. Son fils était en danger, et rien ne l'arrêterait. Dans son esprit, les images revenaient encore, Caleb criant, entouré d'ombre, une forêt qui dévorait les enfants. Son cœur s'alourdissait à chaque pas. Et pendant qu'elle poussait la porte du commissariat, dans les profondeurs du Gabon, Caleb, haletant, levait lui aussi les yeux vers les ténèbres. Leur destin restait lié, par une prière invisible. Le commissariat bourdonnait d'activité quand Mireille entra, tremblante mais résolue. Des policiers riaient autour d'un bureau, d'autres classaient des dossiers. Elle s'approcha, ses mains serrant nerveusement son chapelet. «
S'il vous plaît, mon fils est en danger. Ils sont partis en voyage scolaire, mais il se passe quelque chose de terrible. Un agent leva les yeux, agacé. Madame, ce n'est pas une salle de spectacle. Si vous avez une plainte, remplissez un formulaire. Sa voix se brisa, vous ne comprenez pas. Je l'ai vu, ils sont dans une forêt, des enfants disparaissent. Des rires étouffés éclatèrent dans la salle. Un officier plus âgé, intrigué par son insistance, l'interrogea. Qu'avez-vous exactement vu? Mireille raconta son rêve, ses visions, ses pressentiments. Les policiers échangèrent des regards sceptiques. Donc, vous voulez qu'on déploie des hommes parce que vous avez rêvé, dit l'un en ricanant. Leurs moqueries la transpercèrent, mais elle tint bon. Riez si vous voulez. Mais si vous n'agissez pas, du sang sera sur vos mains. Sa voix vibrait d'une force inattendue. Le silence tomba un instant. L'officier, troublé malgré lui, nota quelques détails. Peut-être pour se débarrasser d'elle, mais déjà, un doute s'insinuait dans son esprit. Humiliée, Mireille sortit du commissariat, les larmes brouillant sa vue. Elle marcha sans but dans les rues de Dakar, mais sa détermination ne fléchit pas. Elle pria en silence, encore et encore, ignorant les regards des passants. Dans son cœur, une certitude brûlait, sa voix avait franchi une barrière. Même si la police ne croyait pas, ses paroles avaient planté une graine de doute. Et cette graine pouvait devenir une action. Elle savait que ses prières étaient le seul bouclier de Caleb. Mais elle espérait que bientôt, la réalité pousserait les autorités à ouvrir enfin les yeux. Pendant ce temps, dans la forêt, Caleb et son groupe avançaient avec difficulté. L'air se faisait plus lourd, presque irrespirable. Soudain, une ombre gigantesque glissa entre les troncs. Une voix féminine résonna, profonde et envoûtante, « Vous êtes à moi ». Les survivants se figèrent, paralysés. Naomi serra la main de Caleb. Aïssatou tomba à genoux, priant de toutes ses forces. Jonas hurla. Samuel, livide, murmura, « C'est impossible », mais Caleb, sentant la chaleur invisible des prières de sa mère, resta debout. Son regard fixait l'ombre qui s'approchait. Pour la première fois, il n'avait plus seulement peur, il était prêt. À Dakar, un appel téléphonique retentit dans le bureau de l'officier sceptique. Une information inquiétante venait d'arriver, le bus transportant les élèves n'avait jamais atteint sa destination. Le signal s'était perdu près d'une forêt frontalière, à la frontière du Cameroun et du Gabon. L'officier pâlit, repensant aux mots de Mireille. Dans le même temps, au cœur de cette forêt, la silhouette de Nyaka se dessina enfin. Sa beauté surnaturelle était d'une cruauté insoutenable, ses yeux deux abîmes de nuit. Sa voix tonna, « Vous m'appartenez tous ». Et la chasse véritable venait de commencer. La clairière s'ouvrit soudain devant eux, vaste et silencieuse. Les arbres formaient un cercle parfait, comme un autel sacré. Les survivants, épuisés, se regroupèrent au centre, tremblants. Puis l'air changea, un souffle glacé balaya leur visage. Une silhouette féminine émergea lentement des ombres. Nyaka. Sa peau luisait comme une lune pâle, ses cheveux flottaient comme des vagues, et ses yeux étaient deux gouffres noirs. À chaque pas, la terre semblait vibrer. Les élèves se recroquevillèrent. Naomi murmura, « C'est elle », mais Caleb, malgré sa peur, la fixa droit dans les yeux. Le monstre n'était plus une ombre. Il était là. Un bruit de pas l'eau résonna derrière eux. Tous se retournèrent, et leurs visages se figèrent. Diallo venait d'apparaître, ses vêtements trempés, son visage marqué par la terreur. Ses yeux évitaient ceux de ses élèves. Nyaka s'avança vers lui, et sa voix résonna comme un tonnerre doux, « Tu m'avais promis tous les enfants. Où sont-ils » Diallo tomba à genoux, suppliant, « Je t'en prie, épargne-moi, donne-moi encore du temps ». Les survivants, abasourdis, comprirent alors la vérité. Leur directeur, leur modèle, l'homme célébré par tout un pays, était l'auteur de leur condamnation. Le masque venait de tomber. Caleb sentit la rage et le dégoût envahir son corps. Tout ce qu'il avait vu dans sa vision se confirmait. Ses camarades éclatèrent en pleurs et en cris. Jonas hurlait, « C'est de ta faute. Tu nous as vendus. » Samuel, bouche bée, secouait la tête, incapable d'y croire.
Aïssatou priait encore plus fort, ses larmes coulant sans arrêt. Naomi, blême, serrait Caleb comme pour ne pas tomber. Diallo, lui, n'était plus le directeur charismatique. Il n'était qu'un homme brisé, réduit à supplier un monstre qu'il avait lui-même choisi de servir. L'admiration d'autrefois s'effondra en un instant. Nyaka étendit ses bras graciles, et une brume noire s'éleva autour de Diallo. « Tu n'as pas tenu ta parole. Tu m'as trahi. » Diallo hurla, se traînant sur le sol boueux. « Non. J'ai donné des vies. J'ai fait tout ce que tu voulais. Regarde-les. Prends-les, mais laisse-moi. » Ces mots glacèrent le sang des survivants. Caleb serra les poings, prêt à s'interposer, mais une force invisible le retint. Nyaka se pencha vers Diallo, son visage d'une beauté inhumaine si proche du sien qu'il en suffoqua. « Non, Diallo. Tu m'as servi, mais ton heure est venue. » Dans un hurlement déchirant, Diallo fut arraché du sol, son corps convulsant sous l'étreinte invisible de Nyaka. Ses cris résonnèrent dans la clairière, puis furent étouffés par la brume noire qui l'engloutit entièrement. Il disparut comme s'il n'avait jamais existé. Les survivants, figés d'horreur, restèrent silencieux. Puis Nyaka tourna lentement son visage vers eux. Ses yeux abyssaux se posèrent sur Caleb, puis sur Naomi, Jonas, Samuel et Aïssatou. Un sourire cruel se dessina sur ses lèvres. Le pacte n'est pas terminé. Sa voix vibra dans l'air, et une certitude glaçante s'imposa, leur cauchemar ne faisait que commencer. Le silence de la clairière fut brisé par un grondement lointain. Des voix humaines, des ordres criés, des faisceaux de lampes perçant la nuit. Les secours venaient enfin d'atteindre la forêt. Les policiers et militaires surgirent, armes levées, scrutant l'ombre comme s'ils affrontaient une bête invisible. Les élèves, hagards, se mirent à courir vers eux, mais Caleb resta immobile, le regard fixé sur Nyaka. La déesse les observait avec une tranquillité glaçante, comme une reine sûre de sa domination. Les armes pointées sur elle n'avaient aucun sens. Dans ses yeux, une lueur étrange brûlait, ni peur, ni colère, mais promesse. Les soldats hurlèrent, à terre, et tirèrent en l'air pour intimider. Mais les balles se perdirent dans la brume. Nyaka ne recula pas. Elle se contenta de sourire, dévoilant des dents d'une blancheur parfaite. Sa voix résonna, couvrant le vacarme, le pacte n'est pas rompu. Ce n'est qu'un début. Je reviendrai. Puis son corps s'effaça lentement, comme dissous dans la nuit. La brume s'écarta avec elle, ne laissant que le vide. Les survivants tombèrent à genoux, épuisés. Jonas pleurait, Aïssatou priait, Samuel restait figé, Naomi serrait Caleb de toutes ses forces. La forêt redevenait silencieuse. Mais différente. Caleb sentit un vertige le traverser. Tout son corps tremblait, mais son esprit restait étrangement lucide. Il avait survécu, mais il savait que ce n'était pas la fin. Nyaka avait planté une graine en lui, une marque invisible. Sa mère l'avait protégé par ses prières, oui, mais pour combien de temps encore ? Il leva les yeux vers les secours, vers les visages incrédules des policiers découvrant l'horreur. Mais au fond de lui, il sentait une vérité glaçante, il n'était pas seulement rescapé. Il était témoin, porteur d'un secret que le monde ne comprendrait jamais totalement. Les survivants furent escortés hors de la forêt. Des corps disparus, il ne restait aucune trace, comme si la terre elle-même les avait avalés. Les professeurs et chauffeurs n'étaient plus là. Les secouristes posaient des questions, prenaient des notes, mais aucune réponse ne suffisait. Naomi restait silencieuse, Jonas répétait qu'il voulait rentrer, Aïssatou priait sans fin, et Samuel murmurait encore « Ce n'est pas rationnel, ce n'est pas possible », Caleb, lui, resta muet. Quand un policier lui demanda ce qu'il avait vu, il répondit seulement « Elle reviendra ». Ces mots glacèrent l'homme, mais Caleb n'ajouta rien. De retour à Dakar, Caleb retrouva enfin sa mère. Elle l'accueillit en larmes, le serrant contre elle comme si elle ne voulait jamais le lâcher. Paul, bouleversé, se tint en retrait, incapable de parler. Le pays entier pleurait les disparus, et le nom de Diallo devenait maudit. Mais au fond de Caleb, une inquiétude demeurait. La nuit suivante, alors qu'il dormait, une voix résonna dans son rêve. C'était celle de Nyaka, douce et implacable. « Je n'ai pas fini avec toi », Caleb se réveilla en sursaut,
couverts de sueur. Le cauchemar était terminé, mais la guerre commençait. Le retour à Dakar fut marqué par un silence que rien ne pouvait briser. La ville, autrefois en liesse pour célébrer le 100% du lycée d'excellence Diallo, plongea dans le deuil national. Les familles endeuillées se rassemblèrent devant les grilles de l'école, criant leur douleur, exigeant des réponses. Mais il n'y avait pas de corps, pas d'explication claire. Seulement 5 survivants, hagards, qui portaient dans leurs yeux l'ombre d'un secret que personne ne voulait entendre. Caleb retrouva sa mère. Elle l'accueillit avec des larmes de joie, le serrant contre elle comme si elle voulait le protéger du monde entier. Dans ce geste, il comprit que ses prières avaient été son armure invisible. Paul, son père, resta silencieux de longues heures. Puis, pour la première fois, il se mit à genoux aux côtés de Mireille. Son scepticisme s'effondra face à l'évidence, il avait douté, mais c'était la foi de sa femme qui avait sauvé leur fils. Le pays, lui, choisit d'habiller la vérité de mensonge. On parla d'un accident, d'un drame inexpliqué, d'une disparition collective due à la forêt équatoriale. Le nom de Diallo, autrefois glorifié, devint synonyme de malédiction. Son école ferma ses portes, abandonnée, ses murs vidantés par les cris des disparus. Pour Caleb et ses amis survivants, la vie ne fut jamais la même. Naomi pleurait encore dans son sommeil. Jonas n'osait plus marcher seul dans l'obscurité. Samuel, malgré son rationalisme, fut obsédé par l'idée de comprendre ce qui s'était passé. Aïssatou priait chaque jour, convaincu que le combat n'était pas terminé. Et Caleb, lui, vivait avec une certitude glaciale, Nyaka reviendrait. Sa voix résonnait encore dans ses rêves, comme une promesse empoisonnée. Il savait qu'il était devenu le témoin d'une vérité que nul ne voulait entendre, derrière les triomphes éclatants, derrière les gloires rapides, se cachent parfois des pactes que l'humanité n'est pas prête à payer.